Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, les rencontres juridiques Bubblein. Nous avons la chance d'accueillir Anne-Julie aujourd'hui, Giraud, qui va se présenter dans quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est que nous attendions peut-être une minute ou deux avant de démarrer. Nous sommes nous sommes plus d'une centaine aujourd'hui pour la participation à ce nouveau webinaire. On va attendre que tout le monde arrive. Peut-être que c'est le moment d'aller se faire un café avant de se lancer ou de finir son dernier appel téléphonique. Ah, je vois qu'on a déjà des messages. Ah, je reconnais Palmyra. Et puis Nadia, bonjour Nadia, j'ai reconnu également Youssef et Madame Lévy. Voilà. Alors je vois que le chat c'est bon, hein. Tout le monde a bien compris comment ça fonctionnait. Ça va être formidable pour la suite des événements. C'est plutôt chouette. Bon, bah écoutez, vu que tout le monde est très en forme et très enthousiaste à participer à ce nouveau webinaire, et ben écoutez, merci encore une fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Corinne Montet, je suis chargée du développement de Bubblein. On aura l'occasion de revenir sur Bubblein puisque on a quelques-uns d'entre vous qui connaissent pas encore notre solution. En quelques mots, Bubblein, c'est une plateforme de service qui met à disposition des courtiers un environnement CRM, une marketplace et tout un tas d'utilitaires destinés à la conformité de votre cabinet de courtage. Bien évidemment, c'est une solution 100% digitale. Donc, comme je vous disais, on aura l'occasion d'en parler. En termes d'organisation, et avant de laisser la parole à Anne-Julie, vous avez évidemment un chat en bas à droite. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Chloé qui nous accompagne aujourd'hui et qui sera la modératrice du chat prendra connaissance de vos questions. Anne-Julie y répondra au fur et à mesure et puis je jouerai le rôle de Madame Loyal peut-être en posant également quelques petites questions. Vous verrez apparaître grâce à Chloé également des pop-up qui vous permettront d'avoir un lien vers le site d'Anne-Julie et puis d'accéder à l'offre Bubblein également pour que vous puissiez avoir des explications complémentaires et sur l'accompagnement que Anne-Julie est susceptible de vous proposer et sur l'outil également Bubblein. Donc n'hésitez pas vraiment à cliquer, à utiliser le chat et surtout à participer. On a choisi pour ces débuts d'année, parce que on est encore le 23 janvier et j'ai oublié de vous présenter mes vœux. Donc bonne année à tous et à ceux que je n'ai pas encore eu. Bonne santé et surtout plein de réussites personnelles et bien évidemment professionnelles. Donc, en ce début d'année, on a choisi d'aborder le panorama des procédures qu'un cabinet de courtage doit mettre en place parce que, comme Anne-Julie va vous l'expliquer et comme vous le savez, hein, vous êtes soumis à un bon nombre de réglementations. Et puis, souvent, on parle de DDA, mais on sait aussi que vous êtes soumis au code de la consommation, au code civil et à tout un tas d'autres environnements juridiques. Et puis, nous, lorsque l'on échange avec les courtiers, et je pense que Anne-Julie sera d'accord avec ça, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que l'environnement est tellement vaste, les sujets réglementaires sont tellement vastes que parfois, ils ont un peu de mal à s'y retrouver finalement dans tout cet environnement. Donc, ce que Anne-Julie nous a proposé, c'était vraiment d'essayer de dresser un panorama pour vous aider ou en tout cas pour vous donner des leviers, des indicateurs vous permettant de vous y retrouver en tout cas dans ce vaste sujet. Voilà, j'espère avoir été claire. Donc Anne-Julie, bah écoute, je te laisse te présenter et puis peut-être démarrer la conférence.
Oui, bah écoutez, bonjour à tous. Je vous présente également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, je m'appelle Anne-Julie Giraud, je suis avocate au barreau de Paris et j'accompagne essentiellement des distributeurs dans le domaine de l'assurance, des courtiers en assurance, afin d'avoir une activité conforme à, comme vient de le dire Corinne, à toute la réglementation qui est de plus en plus grandissante, toujours tournée vers la protection du consommateur. Et avant de lister un petit peu toutes les procédures, l'idée c'est vraiment de vous donner quelques pistes de réflexion et de lister celles qui, j'allais dire, qui sont le socle commun à tout courtier. C'est quand même vous rappeler, oui, que vous exercez une activité réglementée selon les dispositions de l'article L511-1 du Code des assurances, qui est donc l'activité de fournir des recommandations sur des contrats d'assurance afin de présenter, proposer, aider à la conclusion d'un contrat d'assurance, voire le gérer. Et de ce fait, dans l'exercice de cette activité réglementée, vous devez avoir des procédures obligatoires au sein de votre structure. Ce qui est important, comme l'a souligné aussi Corinne, c'est que ces procédures sont obligatoires, quelle que soit la taille de votre structure, que vous soyez 2 dans votre cabinet, 20 ou 200, vous devez à minima avoir les procédures que nous avons listées, et également aussi par rapport à votre chiffre d'affaires. C'est important aussi de savoir que ces procédures-là, vous devez les avoir dès le début de votre activité. Une fois que vous les avez dressées, j'allais dire, il faut les rendre vivantes, ces procédures, c'est-à-dire que chaque année, vous devez acter le fait que vous les avez revues, que vous les modifiez soit parce qu'il y a un contexte réglementaire qui a changé, soit parce que effectivement votre façon de travailler, vous avez un nouveau service, vous avez une nouvelle façon, une nouvelle branche, un secteur d'activité que vous avez développé. Donc là aussi, il faut acter les évolutions, garder bien entendu tout l'historique des modifications. Et vous devez aussi les communiquer aux collaborateurs, déjà quand ils rentrent au sein de votre structure, que ça soit des collaborateurs salariés. On verra aussi que vous devez sensibiliser vos éventuels mandataires intermédiaires d'assurance à un moment donné si vous avez aussi ce réseau de distributeurs. Et j'allais dire, faites attention parce que effectivement, on le voit aussi, de ne pas parfois prendre les procédures, les modèles des courtiers que vous connaissez pour, j'allais dire, faire un copier-coller au sein de votre structure. Car en cas de contrôle, notamment par la CPR, celle-ci va vérifier que ce que vous avez écrit correspond bien à la réalité de votre façon de travailler, de comment vos collaborateurs s'expriment. Alors, vous savez aussi maintenant que les enregistrements qui ont aidé à la conclusion d'un contrat d'assurance sont conservés pendant 2 ans. Donc, il faut vraiment que vous ayez des procédures qui correspondent à la réalité de votre façon de travailler. Pourquoi écrire ces procédures? Bon, déjà, bien sûr, aider vos collaborateurs pour comprendre et pour être conforme à ce que souhaite la réglementation au sens large, mais également parce qu'en cas de contrôle de la CPR, donc votre autorité de tutelle, que ça soit un contrôle sur pièce ou sur place, vous devez dans un temps très court produire beaucoup de documentation, beaucoup d'écrits, et que l'idée c'est d'anticiper aussi ces contrôles et pouvoir avoir dans un fichier sécurisé au sein de vos structures tout un dossier bien classé qui reprend toutes les procédures nécessaires pour être conforme.
Bien entendu, au-delà de la CPR, vous savez que vous pouvez avoir des contrôles de la CNIL aussi sur toute la partie RGPD et également des demandes d'autres autorités, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Donc vraiment, voilà, je sais que parfois tout ce qui est écrit, procédure, c'est quelque chose qui prend du temps, hein, parce que même si vous vous faites accompagner par un avocat ou par quelqu'un de l'extérieur, ça prend du temps car il faut vraiment être impliqué dans l'écriture hein, de ces procédures, mais elles sont vraiment nécessaires. Et encore une fois, pas qu'en cas de contrôle, mais également pour permettre à vos collaborateurs de bien comprendre comment vous travaillez, et puis aussi pour chaque changement significatif. Hein. Là, on l'a vu pour le démarchage téléphonique, la vente à distance, le traitement des réclamations. Chaque fois qu'il y a un changement significatif, il faut modifier vos procédures et former vos collaborateurs. Voilà. J'ai voulu volontairement prendre un peu de temps pour rappeler tout ça, car c'est nécessaire. Je vois trop souvent des courtiers qui ont parfois des procédures qui ont quelques années, qui traînent dans un endroit, dans un fichier, et qui ne font pas vivre celles-ci alors qu'elles sont vraiment importantes et élémentaires. Alors Anne-Julie, excuse-moi, Oui, je vais juste te couper une petite seconde. Donc pour résumer ce que tu disais, peu importe le nombre de personnes, peu importe le chiffre d'affaires, on doit avoir les procédures. Et dans exactement. l'absolu, autant les faire dès le départ, comme ça au moins on est tranquille. Et ce que tu disais aussi, c'est que il faut que ces procédures, dans l'absolu, soient mises à disposition des salariés et des mandataires. C'est bien ça. Exactement. Je vous donne un exemple, par exemple, sur la procédure traitement des réclamations. Souvent, on Mmh. me dit, mais celle-ci, je communique notre façon de faire en interne qu'aux personnes qui sont en charge de la Mmh. réclamation. Donc, généralement, c'est un gestionnaire. Non, car le commercial qui est au contact des prospects, donc vraiment au tout début hein, de la chaîne de vente, doit pouvoir détecter une éventuelle réclamation, puisque elle doit être éventuellement actée, puisque même si la réclamation est formulée au téléphone, elle doit pouvoir être tracée. Et au niveau des mandataires, alors il y a toujours aussi cette différence à avoir entre le pouvoir de direction et hiérarchique qu'on n'a pas hein, sur les Mmh. MIA, mais au même titre que vous avez des courtiers grossistes ou que vous avez des assureurs qui procède à des contrôles sur toute la chaîne de distribution, donc Mmh. qui vous contrôle et qui vous demande des éléments ou savoir comment vous vendez à distance, comment vous traitez vos réclamations. Là, pareil, vous devez, et ça c'est une obligation, hein, vous rapprocher d'une façon périodique de vos MIA pour savoir comment ils Mmh. travaillent, pour les interroger sur leur façon de travailler, sur leurs réclamations, sur la vente des produits pour lesquels hein, vous avez signé une convention. Mmh. Et Oui, oui, pardon. Je voulais juste apporter une toute petite précision, c'est que, et je pense qu'Anne-Julie, tu vas y revenir après, pour mémoire, les associations d'autorégulation sont actives depuis une petite année maintenant on va dire, et oui, vont sur la deuxième devenir, année. pardon? Ils vont rentrer dans leur deuxième année d'activité. C'est Oui, c'est exactement ça. Voilà en tout cas, j'ai déjà entendu, certains de nos, utilisateurs Bubblein m'expliquer que, ils ont reçu une information comme quoi ils vont être contrôlés, accompagnés, vérifiés. Je sais pas quel est le bon terme finalement, mais, par les associations d'autorégulation. Donc c'est finalement ce que tu disais tout à l'heure. Au fait, c'est ça. De toute façon, quand voilà, cette obligation à adhérer à une association professionnelle, donc ça date de l'année dernière. Hein, bien entendu, ces associations ont un rôle d'accompagnement, Mmh. de formation, d'encadrement, de vérification, mais leur rôle ne se limite pas à s'assurer de la numérotation de l'ORIAS ou du Mmh. niveau 1 des chefs d'entreprise. Ils ont cette obligation aussi de s'assurer que leurs adhérents, hein, donc quand vous avez cette obligation d'adhérer à l'une d'elles,
que de temps en temps d'effectuer des contrôles, comme on a vu dans d'autres secteurs d'activité, les CIF ou autres qui sont contrôlés par leur association professionnelle. Mais au-delà de ça, j'invite tous les courtiers, quand vous reprenez même les conventions que vous avez signées avec vos partenaires assureurs, vous vous rendez compte que, alors généralement, ce qu'on lit toujours, c'est les commissions, les produits distribués, mais vous verrez que dans les conventions même, vous avez des obligations vis-à-vis de ces compagnies d'assurance, vis-à-vis de ces courtiers grossistes. Vous avez des obligations en matière de lutte anti-blanchiment, vous avez des obligations sur le contrôle de la fraude, d'un éventuel contrôle interne. Et ça, généralement, on passe vite. C'est quelque chose qu'on estime ne pas devoir écrire, ne pas devoir former nos collaborateurs, puisqu'on se dit, bon, on n'est pas sur l'assurance vie, on n'est pas sur des produits très risqués. Mais non, c'est-à-dire que au-delà de l'autorité de contrôle, au-delà de l'association professionnelle ou toute autre autorité, vous pouvez aussi être amené avec vos assureurs, avec vos courtiers grossistes, à rentrer dans un débat sur qui est responsable de quoi par rapport à cette fameuse chaîne de distribution. Et moi, je vois bien, par exemple, si on peut avoir une fausse déclaration de sinistre pour un sinistre, vous verrez que la personne, si elle a envie de saisir la justice par rapport à une mauvaise gestion, elle ne va pas se gêner non plus d'agir contre son courtier, même s'il était là qu'à l'avant. Donc, vous voyez que c'est toujours toute la chaîne qui est impactée et chacun doit s'assurer que l'autre aussi, j'allais dire, fasse le job, quoi. D'où l'importance d'avoir vraiment ces procédures pour être conforme et puis pour aussi produire d'une façon qualitative. Voilà. Et on le voit bien, bon, on avancera un petit peu plus après, mais on voit bien que on a aussi ce rôle de contrôle interne, même si c'est plus Solva 2 qui est imposé pour les assureurs. Quand on a la dernière recommandation de la CPR qui indique que tous les ans, on doit faire un point, qu'on doit remonter à la direction sur les dysfonctionnements qu'on aurait vus, quels sont les correctifs apportés, c'est qu'on voit bien qu'il y a aussi un rôle de contrôle interne, de vérification de la façon de travailler pour pouvoir aller sur de la qualité et surtout détecter tous les dysfonctionnements et pouvoir les rapporter en interne pour améliorer les choses, quoi. Et tout ça, toutes ces améliorations, tous ces dysfonctionnements, il faut acter parce que bien entendu, en cas de contrôle, il faut pouvoir justifier qu'est-ce qu'on a acté, qu'est-ce qu'on a vu et quelles sont les décisions qu'on a prises pour y remédier. Donc ça a son importance. Et encore une fois, que Corinne, comme on l'a répété, c'est que vous soyez 2, 3 ou que vous débutez l'activité, j'allais dire profitez de débuter éventuellement votre cabinet pour prendre les bonnes habitudes et écrire les choses parce que ça a autant d'importance que le développement commercial. Et puis, comme tu disais, il y avait les contrôles qui vont aussi être faits par les associations. Voilà. On avance sur la liste des procédures. Allez, c'est parti. Je crois que tout le monde a pris son petit stylo et son petit cahier pour tout bien noter. Alors, juste Anne-Julie, parce qu'on a eu une question de la part de Laurent. L'accès, alors effectivement, il y a un accès à un replay qui se fait via notre environnement, via votre environnement Bubblein. Et si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, soit via mon adresse mail ou encore mon numéro de portable, où Chloé va nous donner les coordonnées du service support pour que vous puissiez rentrer en contact avec Cécile qui vous donnera tous les éléments sur comment accéder au webinaire ou au replay du webinaire via l'environnement Bubblein. Voilà, c'était ma petite contribution. Je te laisse maintenant. Oui. Alors, au niveau des procédures, comme on l'a dit, là, c'est vraiment vous donner quelques petites astuces et voilà, vraiment quelques petits points sur certaines procédures, puisque c'est pas dans le temps imparti qu'on pourra vraiment les développer. Et encore une fois, il faut vraiment qu'elles correspondent à votre façon de travailler. Mais la première, j'allais dire, c'est la procédure sur le contrôle des capacités. Qu'est-ce qu'on entend sur le contrôle des capacités? On entend déjà celle de la société. Donc,
n'hésitez pas à vous assurer déjà que vos statuts sont bien à jour par rapport à, encore une fois, votre façon de travailler, que donc tout ce qui est, j'allais dire, la partie commerciale, tout ce qui est rapport au guichet unique, au greffe du tribunal de commerce, tout soit bien conforme sur les assemblées générales et autres, que vous ayez des statuts à jour, que vous ayez bien entendu l'ORIAS à jour. On est en période de renouvellement. Mmh. Mais là, vous voyez où l'ORIAS aussi impose, c'est que depuis le 1er juin 2023, vous avez l'obligation de fournir à l'ORIAS les coordonnées que l'ORIAS puisse utiliser pour vous contacter. Donc, ça soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, un lien d'un votre site internet. Vous devez mettre vraiment tout ça à jour pour éviter que l'ORIAS soit obligé de chercher comment vous contacter. Et sachant que quand on a parfois des enregistrements qui datent de quelques années, on ne met pas tout ça à jour. Donc, vérifiez bien que tout ça soit à jour. Bien entendu aussi, tout ce qui est votre adhésion à votre association professionnelle. Oui, tout ce qui est assureur, RC, garantie financière. Classez bien vos attestations à jour. Assurez-vous aussi que celles-ci soient bien signées, que vous avez bien, quand vous classez les documents, que ça soit bien signé par les compagnies. Qui dit contrôle de capacité des sociétés dit également capacité des chefs d'entreprise. Donc, avoir bien entendu l'attestation de niveau 1, le casier, vous savez, le fameux bulletin numéro 3 de non-condamnation. Quelque chose qui fait sourire, mais qui est demandé par les autorités, c'est les CV, les curriculum vitae. Alors, je sais que parfois, on a affaire, vous avez fait 20 ans dans le courtage en assurance, vous créez votre structure, mais je vous assure que quand vous avez un contrôle et que vous devez réunir tous les éléments, si on peut éviter de perdre du temps à faire un CV, donc n'hésitez pas, faites un CV aussi, c'est quelque chose que vous devez avoir. Si vous travaillez avec l'étranger, si vous avez des succursales dans certains pays comme le Maroc, la Tunisie ou un autre pays, assurez-vous que vous exercez bien sous forme de succursale dans ces pays, que vous êtes à jour sur tout ce qui est délégation de pouvoir et de signature. Voilà pour la société. Alors, juste peut-être une chose à Anne-Julie, parce que c'est pareil, et Cécile avec qui je collabore et qui est avec nous ce matin, et qui est en charge de l'accompagnement des courtiers pour les ouvertures de code auprès de nos compagnies partenaires. Souvent s'entend dire ah mais moi j'ai pas de CV parce que je recherche pas un emploi. Alors, on l'entend et vraiment c'est pas le sujet. En fait, il faut savoir, et comme Anne-Julie l'a dit, et merci beaucoup Anne-Julie de l'avoir souligné, euh, on sait bien, mais en fait, sur le CV, on demande pas vos hobbies, on demande pas vos lectures préférentielles. En fait, le CV, il est essentiellement là pour mettre en avant votre expérience professionnelle et les diplômes que vous avez obtenus. Alors, on appelle ça un CV. C'est vrai que c'est peut-être pas le terme le plus juste. On peut appeler ça une liste ou un référencement de vos connaissances ou de vos compétences. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les compagnies d'assurance demandent ce type de document. Ce n'est pas, c'est pas pour embêter les gens ou les courtiers en attendant, mais sachez, voilà un résumé de carrière. Merci, merci Céline. Je vais réutiliser du coup cette formulation-là, mais les compagnies le demandent. Donc, sachez que c'est devenu absolument indispensable aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'Anne-Julie a abordé, c'est que pour avoir échangé avec le président d'Endia, association d'autorégulation, il n'y a pas très longtemps,
Endia nous soulignait que souvent ils avaient du mal à contacter les courtiers. On laissait, enfin ils laissaient, pardon, des messages, ils envoyaient des courriers, ils envoyaient des mails et ils n'avaient pas de réponse. Et ça, c'est vraiment, vraiment parfois très ennuyeux. Donc ça fait partie effectivement de la bonne parole qu'on essaie de vous transmettre. Oui, oui, non, c'est important. Et puis au-delà des compagnies d'assurance qui demandent donc le résumé de carrière, il y a aussi les autorités, hein, donc il faut vraiment l'avoir dès le début. Mm. Pour avancer sur le contrôle des capacités, bien entendu, celle de vos collaborateurs. Hein, donc, n'hésitez pas aussi à faire un organigramme de vos structures, un organigramme que j'appelle opérationnel et fonctionnel. N'oubliez pas de le dater, hein, parce que votre organigramme en janvier 2024 peut éventuellement évoluer d'ici 6 mois. Et n'hésitez pas, au-delà de mettre les fonctions, d'indiquer aussi les niveaux, les niveaux 3, qui est le déclarant, le correspondant track. Enfin, voilà, vraiment que vous intégriez dans cette partie plus RH, j'allais dire la partie conformité. Mm. Bien entendu, faire un dossier par collaborateur avec l'attestation de capacité, l'attestation d'honorabilité. Celle-ci, elle est vraiment importante dès le début de l'entrée dans la société, mais également quand vous faites un point chaque année sur vos procédures, il faut refaire signer d'une façon périodique ces attestations d'honorabilité pour pouvoir exercer la profession de courtier en assurance. Bien sûr, tout ce qui est formation, alors j'allais dire les formations obligatoires, minimum les 15 heures par an, mais également quand vous refaites un rappel sur les procédures, rappel sur un produit, n'oubliez pas non plus de faire des feuilles de présence, de signer des attestations de Mm. présence, puisqu'encore une fois, les autorités vont vous demander comment vous formez vos collaborateurs, et chaque fois moi, quand j'échange avec des courtiers, on me dit mais oui, mais je les ai formés, ils sont parfaitement formés, on a fait un rappel, etc., tel jour, etc. Sauf que si vous n'avez pas cette traçabilité, vous ne pourrez pas rapporter la preuve de la parfaite formation de vos collaborateurs. Alors, l'organigramme, excusez-moi, j'ai une question, est-il obligatoire si on est seul au cabinet? Si on est seul au cabinet, bien entendu, non, on va pas mettre une personne, mais par contre, il serait judicieux, ça s'appellera pas un organigramme, mais de bien vraiment acter les fonctions qui sont faites dans votre cabinet, je me permets de vous appeler Réjeanne, ce que vous faites vous et ce qui éventuellement est délégué ou ce qui est fait d'une autre façon pour bien, si vous avez un contrôle, qu'on puisse se dire, voilà, ce cabinet de Réjeanne fait telle et telles actions et les autres sont éventuellement délégués ou pas. Pour revenir sur le sujet des capacités, concernant les MIA, vous devez aussi vous assurer en pleine période que vos MIA, justement, ont le renouvellement à l'ORIAS, que le contrat de mandat est bien signé, qu'ils ont bien adhéré à l'attestation, aux associations Mm. professionnelles, et que vous les avez sensibilisés sur tout ce qu'il faut, sur le traitement des réclamations, sur voilà, ou quand tout état de cause, qu'il y ait bien un contrôle aussi sur la parfaite exécution de toutes les obligations réglementaires et autres. Oui, excusez-moi, MIA, c'est les mandataires intermédiaires d'assurance. Mm. C'est donc une sorte de partenariat. Vous leur donnez mandat pour exercer à votre nom, pour votre cabinet, la vente de tel ou tel produit, selon bien entendu des barèmes et des coms qui sont payés. Mais effectivement, comme ces mandataires intermédiaires d'assurance agissent en votre nom et pour votre compte, vous devez vous assurer que effectivement, ils respectent la réglementation dans le domaine du courtage en assurance. Voilà pour le contrôle des capacités, quelques petits points que je voulais souligner.
Le référencement des produits distribués, oui, ça, je trouvais judicieux aussi de le souligner, car quand je découvre un cabinet de courtage qui a parfois quelques années, même les responsables ne savent plus vraiment, enfin entre les compagnies, les courtiers grossistes, quels produits ils distribuent, c'est parfois difficile de faire le point sur quels sont les produits distribués, avec qui vous travaillez. Donc, je ne peux que vous conseiller chaque année de lister, de vraiment faire le point de vos partenaires assureurs et courtiers grossistes avec qui vous travaillez. Vous assurez également que vous êtes bien en possession des conventions signées par eux, puisque souvent, comme on passe par Mmh. la signature électronique, les courtiers ont en leur possession leur exemplaire signé, mais ils ont oublié Mmh. peut-être de télécharger la convention signée aussi par l'assureur. Donc c'est important pour votre responsabilité d'avoir les conventions signées des deux parties. Et c'est là où je vous invite vraiment. Alors, je sais que parfois on a peu de pouvoir d'agir, avec d'échanges par rapport à un courtier grossiste, un assureur sur les termes de cette convention. Mais vous verrez aussi que par la signature de cette convention, vous vous êtes engagé à avoir des procédures sur la lutte anti-blanchiment, sur la lutte contre le financement du terrorisme, contre la fraude interne. Donc voilà, encore une fois, au-delà des autorités de tutelle, vous avez des obligations. Donc ça veut dire que à minima, c'est des sujets qui doivent aussi être pris en compte dans le cadre de votre activité. Donc voilà, faites attention aussi donc à ce fameux respect du protocole que vous avez signé avec les assureurs. Oui, finalement, Anne-Julie, c'est un peu comme les conditions générales de vente qu'on lit de temps en temps. Et puis le jour où où on se pose des questions, et ben on trouve les petits alinéas. Finalement, c'est à peu près la même chose, c'est ça? C'est exactement ça. C'est que généralement, on regarde quel produit on a envie de distribuer, quelle est la com, ce qui est normal. Mais on n'a pas regardé tous les articles Et puis qui sont les engagement. engagements en termes de responsabilité, oui. Exactement. Et je vous assure que si un jour il y a une réclamation d'un client ou s'il y a une autorité qui interroge sur un Ouais. produit ou sur une vente, chacun va être obligé, va être dans l'obligation de justifier que le travail a été fait d'une façon conforme. Et donc voilà, il va falloir aussi que vous regardiez ce à quoi vous vous êtes engagé. Et je vous assure, pour avoir parlé à pas mal de courtiers, vous pensez parfois, encore une fois, je donne toujours l'exemple de tout ce qui est lutte anti-blanchiment, que par rapport à votre domaine d'activité, c'est pas grave, voilà, on a des petits produits, on n'est pas sur des marchés risqués, etc. On n'a pas cette obligation. Non, dès qu'on est courtier en assurance, on a ces obligations-là. Donc bien sûr, la vigilance est peut-être différente, mais en tout cas, vous pouvez pas passer outre l'écriture d'une procédure à minima. Voilà. Pour un petit peu avancer aussi vu l'heure, important aussi tout ce qui est système Mmh. d'information. Faites très attention, tout ce qui est charte informatique, tout ce qui est procédure d'habilitation, que ça soit de l'entrée à la sortie de vos collaborateurs. Sécuriser aussi toute la partie informatique. Voilà, la France avec les JO là 2024, on est quand même un pays qui est très impacté là cette année par la cybercriminalité. Il faut faire vraiment attention. Puis bon, vous savez que le jour où c'est bloqué, voilà, ça engendre aussi un blocage sur l'activité. Donc, écrivez les procédures, sensibilisez vos collaborateurs au-delà de la partie RGPD, protection des données personnelles. Mais c'est tout ce qui est relatif au système d'information. Les procédures doivent être écrites et le système doit être sécurisé. Donc, c'est important aussi à ce On niveau-là. change les mots de passe et on les laisse pas sur des post-it sur le bureau. Voilà, on ferme les claviers,
On explique aussi pourquoi aux collaborateurs, pourquoi d'une façon périodique les mots de passe doivent être changés. Quand on explique les choses, c'est mieux compris aussi, puisque voilà, le collaborateur va mieux comprendre et va pas râler, puisque bon, parfois on oublie tous parfois nos mots de passe. Faites attention aussi, si vous faites des traitements de données hors lieu, si vous avez des traitements de données personnelles, donc des traitements de données clients effectués dans des pays qui ne sont pas européens, de bien vérifier les conventions que vous signez avec ces prestataires-là, qu'elles respectent bien toutes les parties RGPD. Bon, on n'a pas le temps de les développer là, mais c'est très important aussi, notamment, voilà, ça fait vraiment partie des procédures qu'il faut vraiment traiter d'une façon aussi importante que les procédures, j'allais dire, plus axées sur le droit assurantiel. Voilà. Au niveau des procédures internes, je les ai mises là, même si elles sont axées clients. C'est tout ce qui est, bon, on en a parlé, tout ce qui est lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Donc, même si vous n'avez pas des produits risqués, vous devez tous, dès qu'on est courtier en assurance, on doit avoir une cartographie des risques. Donc, on doit évaluer le risque par rapport au contrat, aux clients et aux opérations, et on doit avoir un devoir de vigilance adapté par rapport aux risques éventuels qu'on pourrait identifier. Ce qui est important, là, on l'a mis le site internet Hermès, car en tant que courtier en assurance, vous devez, même avant tout soupçon de risque de fraude ou de risque de soupçon de blanchiment de capitaux ou autre, déclarer auprès de l'ACPR et auprès de Tracfin qui est le responsable dans votre structure, qui est généralement chef d'entreprise, mais qui est le responsable de la bonne tenue de ces procédures Lab FT, qui est le correspondant et le déclarant. Et encore une fois, ces déclarations de personnes sont à effectuer sur ces sites. C'est des informations où vous avez l'obligation de donner ces informations à l'autorité de contrôle, à Tracfin, même encore une fois, même avant tout soupçon lié à la Lab FT. Donc c'est important, formez vos collaborateurs aussi, ça aussi, il faut avoir des procédures, les former, puisque bon bah voilà, vous avez affaire à des prospects, à des clients, et il peut y avoir des soucis, même encore une fois, si la vigilance risque d'être, on va dire, moins importante que si vous étiez sur des produits ou sur des systèmes de conclusion de contrat plus risqués. Mais c'est important, il faut l'avoir. D'accord. Oui, Corinne. Anne-Julie, alors juste trois choses du coup. Concernant Hermès, effectivement, souvent les courtiers n'ont pas toujours connaissance. Donc, inscription évidemment obligatoire. Pour moi, l'inscription se fait à la création de son entreprise. Il n'y a pas Exactement. de délai, je crois. C'est Dès la création, voilà. voilà, c'est à la création. Oui. Vous verrez pour les utilisateurs Bubblein, on vous a mis un certain nombre d'informations concernant la LCBFT et on vous a également permis d'identifier qui était le déclarant Tracfin, pardon, et qui était le correspondant pour justement pouvoir vous accompagner. Et on a Pierrick qui nous pose la question de savoir finalement la cartographie des risques, matériellement, comment, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on met dedans? En fait, c'est un peu ça, Pierrick, peut-être votre question. Alors, il y a plusieurs façons de les faire, mais d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'il va falloir chaque fois réunir? C'est quels produits on distribue, quels sont les risques qu'on peut avoir par rapport à ces produits-là, quelle sorte de clients on a, et quels sont nos moyens de vente. Voilà, le fait de vendre à distance, le fait de pas avoir le client physique, est-ce qu'on estime qu'il y a plus de risques si on le voit en physique? Donc voilà, mais c'est trop compliqué, c'est trop long là maintenant à expliquer, puisque la cartographie, ça peut être sous forme effectivement de fichiers, ça peut être sous forme de tableau, ça peut être sous forme d'écrit, ça peut être mais il faut vraiment
que certains paramètres soient pris en considération sur le produit, le client, le mode de commercialisation. Généralement, en tant que courtier, vous n'encaissez pas l'argent, mais l'argent est directement encaissé par les compagnies. Mais tout ça, encore une fois, même si c'est des procédures, j'allais dire, à minima que vous devez avoir, elles doivent exister. Et pour reprendre ce qu'a dit Corinne, c'est très important. Encore une fois, c'est pas quand vous commencez à avoir un soupçon sur quelque chose où vous devez procéder au renseignement sur le déclarant, le responsable TRACFIN. C'est dès la création de votre structure. Au même titre que vous enregistrez auprès de l'ORIAS, une fois que vous avez fait cela, vous devez auprès de la CPR et auprès de TRACFIN déclarer qui est le responsable de vos procédures, qui est le déclarant, qui est le référent. Et bien entendu, ces personnes-là doivent être aussi être amenées à connaître le sujet, donc être formées sur ces points-là, bien entendu. Alors, donc on a Sonia qui nous dit, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple pour un produit concernant la lutte contre le blanchiment? De mon point de vue, l'exemple, c'est j'ai un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans qui veut venir assurer une Ferrari. Exactement. Et qui n'a Voilà, pas les moyens par rapport au fait, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être déjà un soupçon sur la pièce d'identité de la personne. Ça peut être effectivement, j'ai 20 ans, je sors de mes études, je commence ma vie professionnelle, j'ai un CDD, mais d'un coup, j'ai un véhicule Ferrari ou autre et je veux l'assurer. Et que quand, dans le cadre, on va y venir sur votre obligation d'information de conseil, comme vous savez, vous avez beaucoup de questions que vous sollicitez, et que d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas entre le véhicule à assurer et ça ne rentre pas dans les cases. Et donc là, il faut que vos collaborateurs soient à même d'avoir le déclic en se disant tiens, là il y a un souci. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de volonté de blanchir de l'argent? Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'encore une fois, on prend un peu plus de temps là sur ce thème-là, vous avez une obligation de déclaration quand même, vous avez qu'un soupçon. C'est-à-dire, par définition, le soupçon, c'est avant même toute preuve du blanchiment de capitaux, du fait de vouloir blanchir de l'argent. Et pourquoi vous avez cette obligation? Ce qui veut dire que si, d'une façon ou d'une autre, les autorités arrivent à remonter ce blanchiment sans passer par vous, mais elles se seraient rendu compte que vous auriez dû voir qu'il y avait du blanchiment, vous pourriez éventuellement voir votre responsabilité engagée, car vous n'aurez pas, au moment de la connaissance de ce soupçon, fait cette déclaration de soupçon. Donc, ça a son importance. C'est ça. Ça peut être aussi, j'ai un contrat, je mets telle personne bénéficiaire, mais cette personne n'a aucun lien avec la personne. Enfin, on peut avoir pas mal de choses. Et ça me permet aussi d'avancer sur ce qu'on appelle contrôle interne et fraude, là, les deux autres lignes, où c'est vraiment des obligations qui viennent de Solva 2 qui sont impactées, bien sûr, pour les assureurs, mais j'allais dire, vous verrez dans vos conventions par rapport à la chaîne de distribution que vous avez des obligations vis-à-vis d'eux, souvent, enfin de vos assureurs par rapport à vos conventions, de faire attention à la fraude interne, externe. Alors, la fraude interne, ça peut être des notes de frais qui sont pas conformes, fraude externe, une pièce d'identité qui n'est pas conforme également, ou tout ce qu'on vient de dire. Le fait, à un moment donné, de vouloir mettre un bénéficiaire qui n'a aucun lien. Et en contrôle interne, là, c'est pareil, c'est le fait de se dire, OK, je m'assure que ma procédure commerciale, elle est bien respectée, ma procédure de gestion, ma procédure de traitement des réclamations est bien respectée. Comme on l'a vu là avec, par exemple, la dernière recommandation sur le traitement des réclamations de la CPR, chaque année, ceux qui s'occupent, le référent de la procédure de traitement réclamation doit faire un contrôle, doit faire remonter à la direction tous les dysfonctionnements, les correctifs apportés. Donc, on va de plus en plus,
dans les professions de distribution d'assurance, de courtage en assurance, se calquer sur toutes ces obligations d'une façon indirecte imposées par Solva 2. Donc, au-delà du lab FT, n'hésitez pas aussi à vous assurer qu'en interne, voilà, tout ce qui est contrôle interne, fraude, est bien contrôlé, et en tout cas formé aussi, et écrire. Les procédures, ça peut être des procédures, quand on parle de procédures, ça peut être quelque chose de très complexe quand ça a son intérêt, mais ça peut être aussi quelque chose de très simple, fait sur 2 pages aussi, enfin, tout dépend des thèmes, voilà, mais en tout cas, c'est à un moment donné acter les choses et aussi diffuser auprès de vos collaborateurs sur comment détecter, ou tiens, si un de vos collaborateurs, pour prendre l'exemple de Corinne, a un prospect au téléphone qui veut assurer sa Ferrari, pas laisser passer un cas comme ça, faire remonter à son responsable pour éventuellement en interne voir ce qu'il en est. Voilà. On va peut-être avancer, Corinne. Oui, parce qu'il est moins quart et on sait que c'est un vaste sujet de Voilà. toute façon. Ce qui est important, lorsque vous avez souvent, mais je voulais attirer votre un point important, c'est tout ce qui est procédure, prospect client, vos procédures commerciales, vente à distance. Je sais pour échanger avec pas mal de courtiers que, bien entendu, vous avez vos scripts d'appel. On va pas revenir là aujourd'hui dessus, mais souvent vous me dites voilà, moi j'ai mon courtier grossiste, mon assureur qui me met à mes dispositions les documents précontractuels. Ceux-ci sont bien, mais ce qu'il faut savoir, et là je voulais quand même insister sur le respect du devoir d'information et de conseil, notamment les nouvelles dispositions de l'article L521-2 et suivant du Code des assurances, que au-delà de ce que vous aide l'assureur, le courtier grossiste puisque effectivement sur les documents précontractuels, il y a votre identité, votre immatriculation à l'ORIAS, mais il n'y a pas souvent vos procédures propres à tout ce qui est procédure de recours réclamation. Vous devez indiquer les éventuels liens financiers que vous avez avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Quels sont vos principaux fournisseurs d'assurance et également indiquer la structure de votre rémunération. Est-ce que vous êtes payé par commission ou autre? Donc, je peux que vous inviter à créer votre propre fiche, ce que j'appelle la fiche du courtier, qui, au-delà des informations qui sont, j'allais dire, renseignées par rapport aux cases proposées par la compagnie d'assurance, vous permet d'être en règle avec votre obligation d'information, car ça fait partie des obligations que vous devez communiquer à votre prospect avant toute souscription du contrat. Donc, bien entendu, ce qui est important aussi, c'est votre procédure de vente à distance, commercialisation. Elle commence pas quand vos conseillers commencent son travail. C'est comment vous avez votre liste de prospects. Elle commence là, votre procédure commerciale. Vous assurez aussi que vous respectez bien Blocktel, tout ça. Donc vraiment, c'est comment j'accède à ma liste prospects, bien sûr, jusqu'à la vente. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez des infos là-dessus. Mais j'insiste vraiment sur cette fiche courtier parce que, encore une fois, les documents produits par les compagnies d'assurance et courtiers grossistes qui sont parfois très bien faites, qui prennent en considération les derniers éléments, mais voilà, ne reprennent pas ce que vous devez aussi, vous, à un moment donné, produire en votre qualité de courtier. Sur la procédure de gestion, j'avance. Elle est importante aussi car vous devez vraiment, le devoir de conseil est important. Vous devez bien sûr l'acter. Important, l'obligation de conseil, ce n'est pas qu'à la conclusion du contrat. Donc, c'est d'une façon périodique. Vous devez vous rapprocher de vos clients pour vous assurer que le produit est toujours adapté. Donc, même si la gestion est gérée par la compagnie d'assurance ou le courtier grossiste, c'est quand même vous qui enregistrez le contrat, c'est quand même vous qui suivez votre clientèle. C'est vos clients. Donc, ayez aussi une procédure de gestion, même si la gestion, vous n'avez pas cette délégation de gestion, même si, voilà, vous êtes l'interlocuteur quand même entre la compagnie et le client. Donc ça aussi, faut bien pouvoir tracer cette procédure. Et puis, ce qu'il y avait aussi d'important à voir, bien entendu, voilà un sujet qui intéresse particulièrement les autorités de contrôle et répression des fraudes, c'est comment vous traitez vos réclamations.
Formez aussi vos collaborateurs commerciaux. Il faut qu'ils aient une petite feuille, une petite fiche avec eux qui peut être écrite d'une façon très ludique, hein, sur comment détecter une réclamation. Mmh. Voilà, formez vos collaborateurs, faites des rappels, hein, sur ces formations. Et bien sûr, encore une fois, comme on l'a dit, faut réunir d'une façon périodique les responsables qui s'occupent de ces réclamations pour à un moment donné faire une analyse quantitative mais aussi qualitative qui peut être aussi demandée, hein, par les compagnies d'assurance. Et on va finir rapidement, hein, sur les procédures RGPD. Là, pareil, c'est important d'avoir les procédures écrites, que vos collaborateurs en aient connaissance dès leur entrée en fonction, hein, au sein de votre structure, que la communication se fasse vis-à-vis de vos collaborateurs, qu'elle se fasse aussi vis-à-vis de vos clients, hein, vos prospects, avec faites attention à vos sites internet aussi, hein, que tous les droits soient facilement accessibles, hein, pour les prospects et autres, pour tout ce qui est droit à l'information, droit à la rectification, que tout soit bien acté et que si vous n'avez pas un DPO au sein de votre structure, que vous ayez quand même un référent pour qu'en cas de soucis, de problèmes, vous puissiez, dans les délais requis, agir, que ça soit vis-à-vis de la CNIL, que ça soit vis-à-vis du réclamant, dans les délais imposés. Voilà ce qu'il en était au niveau de l'ensemble des procédures. On est allé un petit peu Mmh. assez vite, hein, par rapport à tout ça, mais l'idée c'était de vous donner vous faire reprendre quelques petits points par rapport à la pratique vue avec certains courtiers. Mmh. Alors, avant peut-être, qu'on échange un petit peu sur Bubblein, mais, alors on a quelques questions. Moi, ce que je retiens, en tout cas, de ce qu'on se disait, Anne-Julie, c'est qu'effectivement, les procédures aujourd'hui, il y en a un certain nombre, mais, ce que tu as très bien expliqué, c'est qu'il y a un certain nombre de procédures. Il faut pas se lancer, dans l'écriture d'une encyclopédie universalis, hein, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif étant d'avoir au moins un support. Alors on peut parler de support papier, on peut parler de support informatique, hein, je suppose que ça fonctionne aussi, mais qui permettent effectivement de centraliser un certain nombre d'informations et en cas de contrôle, que ce soit de la part d'une association d'autorégulation ou encore d'une des instances, d'être en capacité de pouvoir se référer et d'avoir ces éléments-là. Moi, je Élément pense que daté, élément voilà. daté surtout, Alors voilà. c'est ce que tu lis dans ma tête, Anne-Julie. Ah, Je crois qu'on excuse-moi, est vraiment oui. synchro. C'est Ouais. non, non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est le petit conseil qu'on peut donner à aux participants, c'est pensez bien à avoir des procédures qui soient datées, à garder vos historiques, parce que c'est ce qui va prouver que vous avez fait vivre votre procédure finalement et que vous l'avez faite évoluer. Alors, on a encore pas mal de questions, c'est super. Avant qu'on réponde peut-être à certaines d'entre elles, est-ce qu'il est obligé d'avoir un site internet, Anne-Julie? Alors non, aucun courtier n'a une obligation d'avoir un site internet, mais par contre, si vous en avez un, assurez-vous que celui-ci respecte bien les réglementations, et je précise bien sur les réglementations, que ça soit sur les cookies, que ça soit à l'accès sur les mentions légales, à l'accès sur comment formuler une réclamation, qu'on soit pas obligé d'aller sous un sous-dossier, etc. Tout ce qui est aussi toutes les règles relatives au RGPD. Donc faites attention, regardez régulièrement vos sites, savoir s'ils sont à jour par rapport aux dernières réglementations. Mais non, ce n'est pas une obligation d'avoir un site. Alors, Jean-Michel nous demande si, concernant la sécurité des informations, une clé USB cryptée est suffisante. Alors, je suis pas un spécialiste, hein, de la sécurité, mais pour moi, une clé, par définition, une clé USB, je me revois dire par certains développeurs que ce n'est absolument pas sécurisé, puisque celles-ci peuvent être, voilà. Donc tout dépend des clés cryptées. On sait que même dans d'autres professions, en tant qu'avocat, on a des clés cryptées aussi.
J'allais dire, assurez-vous auprès de la personne qui s'occupe de l'informatique chez vous, que ce soit votre prestataire ou autre, comment sécuriser. Mais j'allais dire mettre tout sur une clé. J'allais dire la vie de votre structure, de votre société, ça me paraît parfois il vaut mieux doubler aussi dans d'autres systèmes sécurisés et ailleurs à plusieurs endroits. Mais là, pour le coup, c'est plutôt voilà, un service informatique qui pourra vous aider Mmh. et tout dépend comment est votre clé, encore une fois, cryptée. Mais je ne mettrai pas tout simplement dans une clé USB cryptée, ça c'est clair. Mmh. Ensuite, concernant le gel des avoirs et peut-être qu'on en terminera par là, la question que pose Jean-Michel, c'est, est-ce que, avant la proposition, alors une proposition commerciale, on se doit de réaliser un contrôle de gel des avoirs? Bah, normalement, je dis bien ça parce qu'en pratique, c'est très difficilement applicable. On devrait, chaque fois qu'on a un nom d'un prospect, j'allais dire, s'assurer que celui-ci ne fasse pas partie d'une liste qui soit bloquée. J'ai revu dans certaines conventions entre les assureurs et les courtiers grossistes cette obligation de pouvoir accéder. Alors, c'est des fichiers qui sont, enfin, des accès qui sont extrêmement chers. En pratique, je connais très peu de courtiers directs qui exercent, alors surtout si vous faites pas de, enfin voilà, vous faites de l'assurance de biens, assurance de personnes, qui s'assurent du respect de cette procédure sur le gel des avoirs. Même si encore une fois, l'idéal serait effectivement chaque fois que vous avez un nom de prospect de le mettre dans la moulinette, de voir s'il y a une possibilité de souscrire ou pas. Mais en pratique, honnêtement, c'est des milliers d'euros. J'en connais très peu qui le font par rapport à vos domaines d'activité. Si déjà vous avez des procédures, comme on vient de le dire, à jour, opérationnelles, ça sera déjà pas mal. Et ben comme à chaque fois, tout était très très complet. Alors en quelques mots, vraiment, on a parlé de conformité, on a parlé de réclamation, on a parlé de support. Alors vraiment, sachez que dans Bubblein, vous allez avoir un environnement qui va vous aider à gérer justement tout cet environnement de conformité, notamment pour le traitement des réclamations puisque on vous met à disposition un classeur de suivi des réclamations. On vous met à disposition des guides d'aide à la mise en conformité également. On vous guide, c'est le cas de le dire, pour tout ce qui va tourner autour de la gestion, de la connaissance de vos clients, de tout l'environnement de ce suivi-là. Anne-Julie a énormément insisté sur les cyberattaques également. Donc, il faut savoir que Bubblein est évidemment un outil qui est protégé et qui est hébergé avec tous les éléments de sécurité nécessaires. Alors, je t'avoue qu'Anne-Julie, j'avais pas identifié que la période des Jeux Olympiques allait être une période soumise à encore plus euh, de cyberattaques. Donc, merci de me l'avoir dit. Vous avez reçu pendant toute la présentation et Chloé va vous renvoyer un lien, un petit lien justement vous permettant de pouvoir tester l'outil Bubblein hein, parce que au-delà l'aspect conformité, du coffre-fort, de l'aide à la gestion, du CRM ou encore de la marketplace, on vous met à disposition tout un tas d'outils et d'accompagnement et pour ceux qui nous connaissent pas encore en termes de tarifs, on est accessible à partir de 4,90 € par mois. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à contacter Cécile et puis, vous allez avoir ici les coordonnées d'Anne-Julie. Vraiment, je vous invite à prendre contact avec Anne-Julie parce que c'est une très grande professionnelle des professions réglementées. Notamment, elle saura vous donner tout l'accompagnement nécessaire, tous les conseils indispensables et vous ouvrir justement les éléments nécessaires à la conformité de votre cabinet de courtage. Alors, c'est Céline.
Ils sont hébergés en France avec un backup en Allemagne, parce que, on a choisi, de vraiment, mettre en place tout un système de sécurisation de vos données. On est extrêmement, extrêmement vigilant, par rapport à ça. Mais n'hésitez pas, hein, on pourra en échanger tout à l'heure si vous le souhaitez. Vous avez mes coordonnées qui apparaissent ici à l'écran. Non, Laurent, ce sont pas des formations éligibles DDA pour deux raisons toutes simples. La première parce que ce sont pas des formations au sens stricto sensus du terme. On considère que ce sont des apports d'informations déjà et que on a choisi pour l'instant de pas avoir le statut d'organisme de formation. Alors peut-être un jour, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Vous pouvez scanner le petit QR code aussi pour pouvoir profiter de l'offre 6 mois gratuit de Bubblein. Appelez-nous, Anne-Julie. Bah écoute, je vais avant de couper, peut-être te laisser un petit dernier mot de la fin. Non, bah en tout cas, merci pour cet accueil, Corinne. Hein, merci pour l'attention et la participation de tous. Je vois par rapport aux questions que c'est toujours un sujet qui Ouais, intéresse. Et oui, de toute façon, la réglementation étant toujours de plus en plus importante, l'idée c'est vraiment de prendre les bonnes pratiques dès maintenant, hein, dès le début d'une structure ou dès la prise de conscience, puisqu'en tout état de cause, voilà, ça pourra que qu'amplifier la qualité oui. du travail. Ça c'est clair et c'est important. Eh ben, merci à toutes, merci à tous, Merci. merci Chloé et Céline parce que Oui, merci. Merci pour beaucoup. vos questions et votre participation pour Chloé. Cécile était là également. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt, Anne-Julie, et À très puis bientôt. bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.